le clairon. Et pour notre clairon, nous filons aux États-Unis avec Renaud Bochard. Bonjour Renaud Bochard. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, fondateur du Substack Les Chroniques Égrégoriennes, évidemment chroniqueur Tocsin. D'ailleurs, vous avez fait une très très belle interview. Je vous invite tous, chers auditeurs, à la retrouver. L'interview de Naomi Wolf pour Tocsin Plus, je crois celle-ci. Ah non, c'est sur Tocsin tout court. Bon, enfin voilà, vous pouvez toujours vous abonner sur Tocsin Plus aussi, c'est très bien. Alors, vous souhaitiez revenir, parce qu'il y a beaucoup d'actualités américaines que vous suivez pour nous, sur l'annonce récente que Joe Biden, enfin cette annonce selon laquelle Joe Biden souffre d'un cancer de la prostate de stade 4. Voilà, Joe Biden qui aurait dissimulé finalement ce problème de santé depuis si longtemps. Comment est-ce possible dans une grande démocratie, dans la grande démocratie américaine? Une première question, Renaud Bochard. Comment est-ce possible? D'abord, alors, on avait une petite vidéo à lancer de Biden annonçant lui-même qu'il a un cancer, mais il y a un petit retournement dans cette vidéo. Peut-être qu'on peut lancer la vidéo et puis après on va commenter. And because it was a 4-lane highway that was accessible, my mother drove us. Ma mère nous conduisait plutôt que de me laisser marcher. Et devinez quoi? Dès les premières gelées, vous savez ce qui se passait? Il fallait mettre en marche les essuie-glaces pour enlever littéralement la pellicule de pétrole sur le pare-brise. C'est pourquoi moi et tant d'autres personnes avec qui j'ai grandi, nous avons un cancer. Et pourquoi pendant très longtemps, le Delaware avait le taux de cancer le plus élevé du pays. C'est incroyable cette histoire. Oui, alors c'est très intéressant parce que en fait cette vidéo, elle date d'avril 2022. Oui. C'est ça qui est tout à fait intéressant. C'était une conférence de presse lors de laquelle Joe Biden, alors président, s'était lancé dans une anecdote confuse sur son enfance, comme il avait l'habitude, dans le Delaware, où il affirmait que la pollution faisait littéralement pleuvoir du pétrole. On se demande d'ailleurs quelle était l'efficacité des essuie-glaces des années 50, c'est quand même assez extraordinaire, des essuie-glaces qui nettoient le pétrole et qui causaient de l'asthme à 80% de la population des enfants dans son quartier, dont lui, et puis qui a donné des cancers à tout le monde. Enfin, c'est une pollution qui a donné des cancers à tout le monde. Donc, ça faisait partie des quelques propos lunaire tout à fait amusant de Biden, et je me rappelle à l'époque ça a été vraiment panique à la Maison Blanche, disant mais oh là là, non, on peut pas le laisser dire ça. Alors après, il s'était rattrapé en disant non, il parlait d'un cancer de la peau qu'il a eu il y a quelques années, mais qui est guéri. Alors on apprenait d'ailleurs en même temps, pour la première fois, cette histoire de cancer de la peau. Donc tout ça est encore une fois tout à fait révélateur, parce que là, si on revient en mai 2025, là cette fois-ci, son bureau annonce un cancer de la prostate avancé qui est métastasé aux os. Et pire, on apprend même que Biden, qui est supposé en tant que président des États-Unis avoir reçu les meilleurs soins de tout le pays, n'avait pas été testé pour le cancer de la prostate, qui est un test de dépistage parmi les plus courants et les moins coûteux. Donc ça suscite quand même énormément d'interrogations quand on ajoute la dissimulation pour le public des gens qui croient encore à la parole officielle et des médias, de sa sénilité avancée depuis qu'il faisait campagne en 2020. Donc tout à fait intéressant. Donc ça ajoute encore à l'énorme mensonge de la présidence Biden. Et je voudrais juste mentionner un petit article tout à fait intéressant du blogueur allemand Eugippius, qui sur cette question a un article du 19 mai qui va plus loin. Dans cet article, Eugippius suggère que ce cancer diagnostiqué si tardivement pourrait résulter d'une négligence médicale délibérée. Il faut savoir que ce que Eugippius suggère, c'est que les membres du Politburo, c'est-à-dire les gens qui effectivement assuraient le pouvoir pendant ce qu'il a appelé d'ailleurs la régence informelle Biden, aurait limité ses soins, pour éviter des examens approfondis qui auraient révélé son état, ses conseillers auraient donc limité ses soins. Résultat, un cancer avancé, peut-être connu depuis des années, qui n'a été ni traité ni annoncé. Si c'est vrai, c'est vraiment un scandale majeur. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment un scandale majeur. Et encore plus, c'est un scandale majeur qui ajoute, encore une fois, à une interrogation fondamentale
des Américains vis-à-vis de leur gouvernance. Et s'ils sont capables de ça, de quoi d'autres sont-ils capables? Comme par exemple de dissimuler les effets secondaires de vaccins introduits de manière hâtive. Ce qui nous amène à mon deuxième sujet. S'est tenue une audience tout à fait importante le 21 mai, donc la semaine dernière, mercredi dernier, au Sénat. Sous la houlette du sénateur Ron Johnson, l'audience s'intitulait la corruption de la science et des agences de santé fédérales, c'est-à-dire le Center for Disease Control, la Food and Drug Administration et la NIH, dont on a pas mal parlé dans ma dernière chronique. La NIH, c'est le National Institute of Health. Le sujet central abordé mercredi dernier était la dissimulation présumée d'effets secondaires graves, notamment la myocardite, qui est une inflammation cardiaque dont la fréquence chez les jeunes gens a particulièrement augmenté depuis l'administration des vaccins contre le Covid. En affectant particulièrement les jeunes hommes entre 18 et 30 ans. Et pendant plus de 3 heures, se sont succédés des experts, des avocats qui ont présenté des témoignages et des documents absolument accablants pour les agences de santé. Parmi ceux-ci, on pouvait trouver des membres de la Fondation McAuliffe, de la Fondation de recherche microvasculaire et d'autres acteurs, dont l'avocat Aaron Siri, qui avait été absolument essentiel dans la manifestation de la vérité sur ce que j'avais d'ailleurs nommé pour un rapport pour la Fondation Patriote pour l'Europe, la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire. Chaque jour qui passe me fait penser que je n'exagérais pas du tout. J'avais écrit ce rapport en 2022. Et le cœur de l'argument du sénateur Johnson était que le CDC, Center for Disease Control et d'autres agences disposaient de données en provenance d'Israël et du département de la Défense qui montraient de nombreux rapports de myocardite, particulièrement chez les jeunes hommes après les injections Pfizer. Tout ça, on parle quand même de choses qui étaient connues en avril 2021. Pire que ça, en avril 2021, la base de données VAERS, pour Vaccine Adverse Effect Reporting System, donc le signalement des effets indésirables des vaccins, avait enregistré près de 3000 décès. En temps normal, ça aurait entraîné ipso facto, automatiquement, immédiatement, le retrait des vaccins Covid du marché. Donc, c'est tout à fait troublant ce qui a été révélé pendant ces auditions. Il faut vraiment faire un tour sur la vidéo de ces auditions. Mais ce qui est donc c'est vraiment une charge contre les agences de santé qui va d'ailleurs beaucoup plus loin que la question simplement des vaccins. Elle a touché à des préoccupations plus larges concernant la confiance dans les agences de santé fédérales comme le CDC et la NIH, surtout alors qu'elles font face à un examen particulièrement minutieux concernant les réductions de financement et les licenciements dans la proposition de budget 2026 de l'administration Trump. Donc, ce que l'audience du sénateur Johnson vise à mettre en lumière, c'est la corruption systémique dans la manière dont la science est communiquée et gérée. Oui. Or, il se trouve que cette corruption systémique et gérée, elle est précisément aussi l'objet central d'un autre élément de l'actualité, qui est la remise au président des États-Unis du rapport de la commission MAHA, Make America Healthy Again, présidée par Kennedy. Donc, on a une petite vidéo d'introduction pour lancer ce sujet. Bon, on va la regarder et je vous laisse la traduire derrière. We are already in the middle of completing the dietary guidelines. We're reducing the dietary guidelines from a 453-page document that we inherited from the Biden administration. That was driven by the same industry impulses that put Fruit Loops at the top of the food pyramid. We're going to deliver instead a 4 or 5-page document
that tells people how to give healthy food to their children. Those dietary guidelines will then drive changes in the school lunch programs all over this country. We are writing SNAP waivers every day to the states that are applying for them. On va s'arrêter là, mais Donc, en fait, on voit ce que le. Robert F. Kennedy Jr. dit dans cette petite vidéo, c'est que il a hérité d'un document de 453 pages sur l'alimentation et notamment sur ce qui est dans les programmes de food stamp, donc les bons de nourriture qui sont distribués aux personnes les plus défavorisées, Les bons d'alimentation, et ainsi que dans les repas de cantine. Et il entend changer, par exemple, ôter la totalité des produits hautement des produits industriels et notamment à haute teneur en sucre dans ces programmes sociaux et remplacer les 453 pages de recommandations alimentaires par 4 pages qui recommandent une nourriture saine. Donc cette commission Mahat qui a été le rapport de la commission Mahat qui a été publié le 22 mai juste après l'audience. Donc c'est un document de 69 pages intitulé rendre la santé à nos enfants à nouveau, qui dresse un tableau tout à fait alarmant de la santé américaine. Et il qualifie les enfants américains de génération la plus malade de l'histoire en raison de maladies chroniques comme l'obésité, le diabète, l'asthme, l'autisme et les troubles mentaux. Si on reprend les quatre points principaux, on vient d'en voir un à partir de cette vidéo. Le premier, ça porte sur l'alimentation. Le rapport critique les aliments ultra transformés. On pense aux céréales sucrées, à la restauration rapide, aux collations bourrées d'addictifs, pour leur rôle dans l'obésité et d'autres problèmes de santé. Cite des études que liant ces aliments à une moins bonne qualité alimentaire pendant la grossesse et de pires résultats pour les enfants. Tout ça n'est pas nouveau. Les experts en santé publique alertaient depuis très longtemps sur les aliments transformés, mais le rapport va plus loin, accusant, et c'était l'objet de cette vidéo, accusant les industries alimentaires chimiques et pharmaceutiques de capture corporative des politiques gouvernementales, alléguant que des conflits d'intérêts faussent les recherches et les réglementations. Ouais. Parce que Renaud, peut-être revenir sur le petit extrait qu'on a passé, on entend Kennedy expliquer que les lignes directrices de ces 453 pages qui existaient avant dans ce programme alimentaire étaient dictées par l'industrie, que donc il veut tout abolir pour revenir sur un nouveau texte beaucoup plus simple de 4 pages, comme vous l'avez dit. Donc voilà, il montre bien que tout ça a été dicté par des lobbies évidemment intéressés financièrement. Oui, c'est encore une fois le grand sujet, c'est la corruption. C'était la corruption des agences de santé par les industries, par les industries pharmaceutiques, par Big Ag, l'industrie agroalimentaire, et puis par un certain nombre de lobbies, notamment le lobby des pesticides aussi. Oui. Justement, j'en arrive à deuxième point de ce rapport Mahat, les produits chimiques et environnementaux. Le rapport met en cause des pesticides comme le glyphosate ou l'atrazine qui sont largement utilisés en agriculture comme contributeurs potentiels aux maladies chroniques telles que le diabète et les maladies cardiaques. Alors immédiatement, bien sûr, ça a provoqué une levée de boucliers des lobbies Big Ag qui ont été emmenés par une sénatrice d'ailleurs républicaine qui s'appelle Cindy Hyde-Smith, sénatrice du Mississippi, qui arguait que ces produits chimiques ont été largement étudiés et jugés sûrs par l'EPA, Environmental Protection Agency. En fait, c'est un petit peu donner le bâton pour se faire battre, puisque précisément on est on a un rapport qui était livré qui montre qu'il y a véritablement une corruption systémique des agences de santé. On dit mais non, mais sur le glyphosate il n'y a pas de problème parce que l'EPA juge que c'est absolument sûr. Ben justement, c'est bien le problème. C'est un rapport.
c'est un argument complètement tautologique, puisque l'IPA aussi, précisément, est objet de capture corporative par ces grands intérêts, par ces groupes d'intérêts, dont le groupe de l'industrie chimique. Oui. Et peut-être juste une petite parenthèse là-dessus, Renaud, avant que vous alliez au troisième point. Intéressant, vous dites que là, il y a une opposition aussi du côté des Républicains. Donc, on voit que finalement, le projet Maha fait d'ailleurs a des réactions d'ailleurs pour ou contre, opposées ou de soutien. Dans les deux camps, que ce soit républicains ou démocrates, ça clive, ça sort des clivages républicains-démocrates. Oui, là-dessus, on retrouve tout à fait l'establishment traditionnel du Parti républicain, qui est un establishment traditionnel qui déteste l'agriculture régénératrice, qui voudrait une agriculture qui soutient encore qu'on a besoin d'une agriculture industrielle pour nourrir le monde entier, pour commencer par les Américains. Donc là-dessus, il est clair que l'administration Trump est en train de prendre en grippe la totalité, je dirais, des intérêts de l'establishment qui précédait. Donc on est vraiment dans une contre-révolution qui passe par le Parti républicain. Il y a encore dans le Parti républicain ce qu'on appelle des conservateurs dans pas mal dans certains milieux conservateurs américains, en disant pour distinguer les conservateurs, c'est en gros une sorte de conservatisme d'attardé mental. Ah oui. Nous on dit droitardé en l'expression côté français, vous voyez, donc ça se rejoint. Oui, ça se rejoint, c'est exactement ça. Donc, on a encore ces vieux lobbies qui continuent à dominer une grande partie de l'establishment républicain, qui d'ailleurs était tout à fait hostile à Donald Trump, et a fortiori tout à fait hostile à Robert F. Kennedy Jr. D'accord. Il y a aussi, mais alors je n'ai pas encore abordé l'élément le plus controversé, les deux éléments les plus controversés, parce que le rapport aborde aussi le mode de vie, et notamment moins d'activité physique, plus de stress, un temps d'écran excessif, mais il met directement en cause le temps d'écran excessif. Il soutient que les enfants sont scotchés à leur appareil, manquent de temps de jeu, ils font face à des défis de santé mentale en conséquence. Et puis, le point le plus critiqué, la partie la plus controversée, c'est la surmédicalisation. Le rapport remet en question la sécurité du calendrier vaccinal infantile actuel. Kennedy disait qu'il y avait eu jusqu'à 72 injections contre 3 lorsqu'il était enfant. J'ai vérifié pour mon année de naissance, 1971, on était à 7 injections à l'âge de 18 ans pour ma génération, comparé en moyenne 38 à 42 aujourd'hui. Ah oui. Attendez, 38 injections obligatoires ? En 38 injections, non, pas obligatoire, mais 38 injections reçues en moyenne par chaque personne de ma génération, chaque personne qui atteint l'âge de 18 ans aujourd'hui. Oui. Et Kennedy suggère que les liens avec les maladies chroniques de la surmédicalisation n'ont pas été suffisamment étudiés. Oui. Les rapports ne s'arrêtent pas là. Il critique également l'utilisation excessive de médicaments comme les antidépresseurs, les médicaments contre les déficits de l'attention et les médicaments pour la perte de poids chez les enfants. Parce que c'est un gros problème. Oui. Vous avez un gros problème d'obésité chez les enfants, donc vous avez une grosse surconsommation de médicaments pour la perte de poids, comme Ozempic, qui est vraiment un médicament problématique. Voilà pour le rapport de la commission Maha. Donc on est en train vraiment d'ouvrir le débat au mode de vie, à des choses comme la surmédicalisation qui était complètement tabou dans la parole publique auparavant. Alors maintenant, juste pour terminer, qu'est-ce qui va se passer après ? Maintenant, la commission elle a à peu près 80 jours, donc jusqu'à compter en mi-août 2025, pour proposer une stratégie visant à résoudre ces problèmes. Et on va s'attendre donc à des mises à jour de recommandations alimentaires comme celles qui étaient annoncées dans la petite vidéo qu'on a diffusée de Robert F. Kennedy Jr. et des appels à davantage de recherche sur la sécurité des produits chimiques et des médicaments. La seule
inconnu qui pèse là-dessus, c'est que le financement reste incertain parce qu'il n'y a pas encore de budget pour ces initiatives. Donc tout ça va être discuté, va faire partie de la discussion sur le budget 2026. D'accord. Mais quand même, la grande question là-dedans aussi, d'ailleurs, on recevait hier la fondatrice du journal La Pertinent qui a interviewé Jeb Bhattacharya et elle lui posait la question, La Pertinent, c'est un média suisse alternatif, et elle lui posait la question, mais finalement, maintenant que vous voulez mettre en place le programme MAHA, est-ce que ça va être possible? Est-ce que finalement, vous n'allez pas être bloqué puisque les lobbies, évidemment, vous venez de les citer, pharmaceutiques, agroalimentaires, n'ont aucun intérêt à suivre ce programme. Il risque d'y avoir un gros frein de ce côté-là. Et finalement, est-ce qu'on va pouvoir financer une recherche qui ne soit pas elle-même financée par ses intérêts privés? Et c'est toute la question. C'est-à-dire là, ça a été tout. Ouais. Ça a été tout l'objet de la campagne de Robert F. Kennedy Jr. qui critiquait précisément la façon dont notamment la Food and Drug Administration, la FDA, qui réglemente la mise sur le marché des produits pharmaceutiques, est complètement capturée. Et non seulement complètement capturée, mais en fait, elle est dépendante dans ses budgets de l'industrie qu'elle réglemente. Oui. C'est vraiment une aberration. Donc là-dessus, on est véritablement dans une réforme structurelle de toutes ces agences de santé publique et toutes les agences fédérales. Et nous sommes depuis quelques semaines vraiment au cœur je dirais que MAHA est devenu, depuis le départ d'Elon Musk du Doge, MAHA est vraiment devenu le nouveau fer de lance de l'administration. Donc vraiment, on se penche très très fortement sur une réforme structurelle des agences de la santé publique et vraiment d'un changement de paradigme en matière de santé publique américaine. Ouais, alors c'est absolument passionnant évidemment parce que la santé publique américaine, elle va toucher directement la santé publique européenne par exemple, mais la question aussi qui se pose, c'est si finalement ces lobbies ne peuvent plus trouver la place qu'ils souhaitaient dans l'industrie et dans l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique américaine, est-ce qu'ils ne vont pas, entre guillemets, se rattraper sur le système européen en sachant que, on le sait, on a vu, la Commission européenne est très perméable. Je pense notamment à sa présidente. On voit exactement ce phénomène que vous décrivez se mettre en place avec la fermeture de USAID où tout le complexe de l'aide au développement maintenant se concentre sur l'Europe. Ouais. Donc l'Europe va véritablement devenir le point névralgique de l'influence des lobbies. La poubelle de l'influence des lobbies les pires de la planète. C'est ça, c'est super. Que de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Renaud Bochart. Bon, merci encore. Je rappelle que vous êtes ancien professeur de droit, pardon. Je lis une vieille présentation. Fondateur du Substack Les Chroniques Grégoriennes, évidemment, chroniqueur Tocsin. Merci encore, Renaud Bochart, qui nous parle depuis les États-Unis, qui suit tout ça pour nous. À très vite. Et amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Tocsin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Tocsin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Tocsin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Tocsin Plus, allez-y.